Lorsque la porte du bureau du doyen s'ouvrit avec fracas, Alexandre sentit son univers s'effondrer en une fraction de seconde. Son père, venu exprès du sud de la France, pointait un doigt tremblant vers lui en hurlant que ce fils devait guérir de son homosexualité ou quitter l'université sur le champ, sans diplôme, sans avenir. Ce qui arriva ensuite fut encore plus inattendu. Monsieur Laurent, le professeur de littérature tant admiré pour sa voix calme et ses analyses pointues, entra dans la pièce sans y avoir été invité et déclara d'un ton ferme qu'il se portait personnellement garant pour l'étudiant, refusant tout abandon scolaire. Alexandre, 20 ans, étudiait à l'université Lumière Lyon 2 depuis 1 an à peine. Il avait toujours été le fils modèle, notes excellentes, sourire discret, ambition claire en lettres modernes. Personne dans sa famille de viticulteurs conservateurs n'avait soupçonné quoi que ce soit jusqu'à ce que Pierre, son camarade de classe, envoie par erreur une vidéo intime à un groupe de discussion. La vidéo avait fait le tour du campus en quelques heures. Le père d'Alexandre, alerté par un cousin éloigné, avait pris le premier train. Maintenant, dans ce bureau au mur lambrissé, l'air était lourd de reproches. « Tu vas rentrer à la maison, suivre une thérapie sérieuse et oublier ces bêtises », martelait le père, un homme large d'épaules aux mains calleuses. Le doyen, embarrassé, évoquait une possible mesure disciplinaire si le scandale persistait. Alexandre baissait la tête, les joues brûlantes. Il avait toujours su qu'être différent serait compliqué en France, même au XXIe siècle, mais jamais il n'avait imaginé que cela briserait sa vie étudiante si brutalement. Monsieur Laurent, 35 ans, costume gris sobre et regard bleu perçant, s'avança. Monsieur le doyen, Alexandre est l'un de mes meilleurs étudiants. Ses résultats sont irréprochables. Ce qui se passe dans sa vie privée ne doit pas compromettre ses études. Je propose de le prendre sous mon tutorat personnel. Nous travaillerons sur un projet de recherche qui lui permettra de rester concentré. Le professeur parlait avec une autorité tranquille, comme s'il citait un texte classique qu'il connaissait par cœur. Le père ricana, mais le doyen hésita. Après quelques minutes de discussion tendue, la décision tomba, Alexandre restait, à condition de suivre les conseils de Laurent et de ne plus donner matière à plainte. En sortant du bâtiment, Alexandre marchait comme un automate dans la cour ensoleillée de l'université. Les platanes centenaires bruissaient doucement. Il se sentait nu, exposé. Pierre avait disparu depuis la fuite de la vidéo, ses amis les plus proches évitaient son regard. Seul Laurent l'avait suivi jusqu'à l'escalier. « Prends le temps de respirer, Alexandre. Ce n'est pas la fin. » La voix du professeur était douce, presque paternelle, mais quelque chose dans ses yeux trahissait une compréhension plus profonde. Alexandre hocha la tête, incapable de répondre. Ce soir-là, dans sa petite chambre d'étudiant près de la place Bellecour, il pleura longtemps. Le message de son père arrivait déjà, « Thérapie dès demain ou tu rentres ». Le lendemain matin, Alexandre se présenta au bureau de Laurent comme convenu. La pièce était remplie de livres anciens, de café frais et de lumière filtrant par les hautes fenêtres. Le professeur lui tendit un dossier. « Nous allons travailler sur le thème de l'identité dans la littérature française du XXe siècle. Gide, Proust, Camus, des auteurs qui ont lutté contre les normes. Cela te parlera, je pense. » Alexandre sentit une chaleur inattendue monter en lui. Pour la première fois depuis des jours, il ne se sentait plus seul. Pourtant, au fond de lui, la peur persistait. Changer. Comment pouvait-on exiger cela de lui? Il regarda Laurent, qui corrigeait déjà des copies, et se demanda combien de temps il pourrait tenir avant de craquer complètement. La journée passa dans un brouillard de cours et de regards fuyants. Le soir, au téléphone avec sa mère, il entendit les mêmes mots, « Fais-le pour nous, mon fils ». Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre assista à la première séance de thérapie imposée par son père, un conseiller conservateur qui parlait de réorientation,
comme d'une simple rééducation. Il en sortit nauséeux, les idées embrouillées. À l'université, les rumeurs enflaient. Un camarade lui lança même, « Tu aurais dû rester discret ». Seul Laurent restait constant, il lui envoyait des articles, lui fixait des rendez-vous hebdomadaires, l'encourageait à écrire ses réflexions sans jugement. Peu à peu, Alexandre osa parler. Pas tout, pas encore. Mais les premiers mots sortaient, la honte, la solitude, le désir d'être aimé tel qu'il était. Laurent écoutait, hochait la tête, citait parfois un vers de Verlaine qui semblait répondre exactement à son tourment intérieur. À la fin de cette première semaine, Alexandre comprit une chose, il ne voulait pas changer. Il voulait simplement vivre. Et pour la première fois, quelqu'un à l'université semblait prêt à l'aider à rester. Pourtant, il ignorait encore que ce soutien allait bouleverser bien plus que ses études. Le week-end arriva comme une délivrance et une nouvelle épreuve. Alexandre prit le train pour le village familial près de Beaujolais. La maison de Pierre, avec ses vignes à perte de vue, lui parut soudain étouffante. Sa mère l'accueillit les yeux rouges, son père sans un sourire. Le dîner fut silencieux jusqu'à ce que le père explose, « Tu vas continuer cette thérapie, même à distance, où je coupe les vivres. » Alexandre tenta d'expliquer que ses notes étaient excellentes grâce à Laurent, mais les mots glissaient sur son père comme sur du marbre. Un professeur ne remplacera jamais la famille. Et la famille ne tolère pas ça. De retour à Lyon le dimanche soir, Alexandre trouva un message de Pierre, « Désolé pour la vidéo. J'ai paniqué. » Trop tard. La confiance était brisée. À l'université, les cours reprirent. Dans l'amphithéâtre de littérature, Laurent parlait de « la recherche du temps perdu » avec passion. Alexandre buvait chaque parole. Après le cours, le professeur l'invita à marcher dans les jardins du campus. « Parle-moi de ta semaine. » Sans filtre. Alexandre raconta la visite familiale, les larmes de sa mère, la colère du père. Laurent l'écouta longuement, puis répondit simplement, « Tu n'es pas obligé de choisir entre ton identité et tes études. Il existe un chemin où les deux coexistent. » Ces mots résonnèrent en Alexandre comme une bouée de sauvetage. Pourtant, les pressions s'intensifiaient. Le conseiller thérapeutique envoya un rapport à son père, progrès insuffisant. Le père appela le doyen directement. Laurent dut intervenir une seconde fois, argumentant que l'étudiant montrait une maturité exemplaire dans son projet de recherche. Le doyen accepta de temporiser, mais avertit, pas de nouveau scandale. Alexandre se sentait pris au piège. Il commença à éviter les sorties avec les amis restants. Même ses colocataires changeaient de sujet quand il entrait dans la cuisine commune. Seul Laurent restait son point d'ancrage. Un soir, après une séance particulièrement difficile avec le conseiller, Alexandre frappa à la porte de Laurent sans rendez-vous. Le professeur, en chemise aux manches retroussées, lui ouvrit sans surprise. Ils parlèrent jusqu'à minuit. Laurent raconta discrètement son propre parcours, des années plus tôt, il avait lui aussi affronté des doutes, des silences familiaux. Pas de détails intimes, juste assez pour qu'Alexandre se sente compris. L'important n'est pas de guérir, Alexandre. C'est de grandir. En rentrant chez lui sous la pluie fine de Lyon, Alexandre se surprit à sourire pour la première fois depuis longtemps. La semaine suivante apporta une nouvelle rencontre. Dans le groupe de travail sur Proust, il y avait un étudiant nommé Julien, 22 ans, calme et attentif. Julien ne semblait pas au courant des rumeurs ou, s'il l'était, il n'en montrait rien. Ils discutèrent tard après la séance, autour d'un café place des Terreaux. Julien parla de sa propre famille tolérante, de ses doutes sur l'avenir. Alexandre se confia un peu. Pour la première fois, il sentit une connexion légère, sans pression. Pourtant, au fond de lui, l'ombre du père planait.
Le message quotidien arrivait toujours, « As-tu changé ?» Laurent, de son côté, intensifiait le tutorat. Il proposa un voyage d'études à Paris pour consulter des archives à la Bibliothèque nationale. Alexandre accepta, soulagé d'échapper à Lyon. Le train filait à travers la campagne française. Dans le wagon, Laurent lui prêta un livre de Gide annoté de sa main. Lis le passage sur la sincérité. Alexandre lut, et les mots le transpercèrent. À Paris, entre les rayons de livres anciens, ils travaillèrent côte à côte. Le soir, en marchant le long de la Seine, Laurent posa une question simple, « Que veux-tu vraiment, Alexandre ?» La réponse tarda à venir, mais elle existait déjà, rester lui-même, terminer ses études, et peut-être, un jour, aimer sans honte. De retour à Lyon, la réalité frappa plus fort. Le père débarqua sans prévenir pour une discussion sérieuse. Il menaça de retirer Alexandre de l'université si la thérapie n'avançait pas. Laurent fut convoqué une troisième fois. Cette fois, le professeur parla d'égalité, de droits étudiants, de santé mentale. Le père partit furieux, mais Alexandre restait inscrit. Ce soir-là, seul dans sa chambre, Alexandre écrivit pour la première fois un texte personnel, une lettre qu'il n'enverrait jamais. Il y parlait de gratitude envers Laurent, de peur envers son père, de l'espoir fragile qui naissait. Il ignorait encore que ce soutien allait bientôt être mis à rude épreuve par une trahison inattendue. La trahison arriva par un matin gris. Julien, celui qu'Alexandre commençait à considérer comme un ami sincère, reçut un appel anonyme. Quelqu'un, peut-être un ancien camarade jaloux, lui révéla toute l'histoire de la vidéo. Julien ne dit rien sur le moment, mais le lendemain, pendant le groupe de travail, son regard avait changé. « Je ne juge pas, mais ta famille a raison de s'inquiéter. » Les mots furent prononcés doucement, pourtant ils blessèrent Alexandre comme un coup de poignard. Il quitta la salle précipitamment, le cœur battant. De retour dans sa chambre, il appela Laurent en urgence. Le professeur l'écouta sans l'interrompre, puis proposa de le retrouver au café habituel près de la faculté. Là, sous les lumières chaudes, Laurent parla avec franchise, « Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Julien n'est pas prêt. Toi, tu le es déjà plus que tu ne le crois. » Cette nuit-là, Alexandre resta éveillé longtemps. Il relut ses notes de cours, les annotations de Laurent. Pour la première fois, il osa écrire un passage plus personnel dans son projet de recherche, une analyse de l'identité cachée chez Proust. Le lendemain, Laurent lut le texte et sourit, « C'est courageux. Continue. » La pression familiale ne faiblissait pas. Le père envoya un email au doyen, joignant un certificat médical bidon exigeant un arrêt des études pour raisons psychologiques. Laurent dut rédiger une contre-argumentation détaillée, citant des textes de loi sur la non-discrimination. Le doyen, lassé, accorda un sursis de 3 mois. Alexandre se sentait épuisé. Il commença à manquer quelques cours, préférant marcher seul le long du Rhône. Un soir, il croisa Julien par hasard. L'échange fut bref et froid. « Je suis désolé, Alexandre. Je ne peux pas être mêlé à ça. » La perte d'un ami potentiel fit mal, mais elle renforça aussi sa détermination. Laurent organisa alors une séance de tutorat plus personnelle. Ils se retrouvèrent dans un petit parc près de la Croix-Rousse. Le professeur apporta du thé chaud dans une thermos. « Raconte-moi ce que tu ressens vraiment quand ton père parle de guérison. » Alexandre parla pendant 1 heure, la honte d'enfant, les prières silencieuses, la peur de décevoir. Laurent écouta, puis partagea un souvenir personnel, sa propre jeunesse, les silences familiaux, le choix de devenir professeur pour aider les autres à ne pas répéter les mêmes erreurs. Aucun aveu explicite, juste une solidarité discrète. Alexandre se sentit moins seul au monde. Les semaines passèrent.
Alexandre reprit les cours avec une énergie nouvelle. Son projet avançait, ses notes remontaient. Mais la solitude pesait. Ses anciens amis s'étaient éloignés. Seul Laurent restait constant. Un week-end, le professeur l'invita à une conférence littéraire à Grenoble. Le voyage en voiture fut l'occasion de longues discussions. Sur l'autoroute, Laurent mit de la musique classique. Alexandre osa poser une question, « Avez-vous déjà regretté d'avoir été honnête avec vous-même » Laurent répondit simplement, « Jamais. La liberté a un prix, mais elle vaut chaque centime. » De retour à Lyon, une nouvelle crise éclata. Le père arriva avec une valise, prêt à ramener son fils de force. Il avait trouvé un centre de thérapie, près de chez eux. Alexandre refusa. Le père menaça de couper tout contact. Laurent, prévenu par message, arriva à l'appartement d'Alexandre juste à temps. La confrontation dans le couloir fut tendue. Le père hurla, Laurent parla de droit, d'autonomie. Finalement, le père partit seul, claquant la porte. Alexandre tremblait. Laurent posa une main sur son épaule, « Tu as tenu bon. C'est déjà une victoire. » Ce geste simple, chaleureux, resta gravé en lui. Pourtant, les doutes revenaient la nuit. Alexandre se demandait s'il ne sacrifiait pas trop. Ses notes, son avenir, sa santé mentale. Laurent sentait cette fragilité. Il proposa un nouveau projet, un mémoire sur les auteurs qui avaient transformé leurs blessures en art. Tu peux être l'un d'eux, Alexandre. Les mots firent mouche. Peu à peu, Alexandre recommença à sourire en cours. Il reprit contact avec un ou deux camarades plus ouverts. La vie reprenait doucement. Mais il ignorait que la plus grande épreuve approchait, une rumeur au sein de l'université qui menacerait non seulement ses études, mais aussi la carrière de Laurent lui-même. La rumeur se propagea comme un feu de broussailles. Quelqu'un avait vu Alexandre et Laurent discuter tard le soir près du Rhône. Les chuchotements devinrent accusations, le professeur favorise l'étudiant pour des raisons personnelles. Le doyen convoqua Laurent. Alexandre l'apprit par un email anonyme. Il se précipita au bureau du professeur, paniqué. C'est ma faute. Je vais tout arrêter. Laurent, calme comme toujours, secoua la tête, non. Nous allons affronter cela ensemble. La réunion avec l'administration fut éprouvante. Laurent expliqua le tutorat purement académique. Le doyen hésita, mais accepta de clore l'enquête si aucun nouveau fait n'émergeait. Alexandre, en attendant dans le couloir, sentit la culpabilité l'envahir. Il avait mis en danger l'homme qu'il avait sauvé. Ce soir-là, ils se retrouvèrent dans un restaurant discret de la vieille ville. Laurent commanda du vin, mais ne but presque rien. Tu n'as rien fait de mal, Alexandre. La peur des autres n'est pas ta responsabilité. La conversation dériva sur des sujets plus légers, les livres préférés, les voyages rêvés. Pour la première fois, Alexandre vit Laurent rire franchement. Ce rire le réchauffa intérieurement. Les jours suivants furent tendus. Certains professeurs évitaient Laurent. Alexandre se plongea dans le travail pour prouver sa valeur. Son mémoire avançait à grands pas. Julien, regrettant visiblement son attitude précédente, lui envoya un message d'excuse. Ils se retrouvèrent pour un café. La discussion fut honnête, Julien avoua sa propre peur du jugement. Alexandre pardonna. Cette réconciliation lui donna de la force. Pourtant, la famille frappa à nouveau. La mère appela en pleurant, « Ton père est malade de chagrin. Reviens, accepte l'aide. » Alexandre refusa, mais la voix de sa mère le hanta. Laurent, sentant le poids, organisa une pause, un week-end à la campagne chez des amis à lui, loin de Lyon. Là,
dans une vieille ferme rénovée entourée de collines, Alexandre respira enfin. Ils marchèrent dans les vignes, parlèrent de tout et de rien. Laurent raconta comment il avait choisi l'enseignement pour transmettre l'espoir. Alexandre osa dire, « Vous êtes devenu mon modèle. » Le professeur sourit sans répondre, mais son regard était empreint d'une tendresse nouvelle. De retour à l'université, la rumeur s'était calmée. Alexandre présenta une partie de son mémoire en séminaire. Les applaudissements furent sincères. Laurent, dans le public, hocha la tête avec fierté. Ce soir-là, Alexandre écrivit dans son journal, « Je commence à croire que je peux rester moi-même sans tout perdre. » Pourtant, une nouvelle lettre du père arriva, dernier avertissement. Alexandre la déchira, mais la peur restait. Laurent proposa alors un défi, participer à un concours national de nouvelles sur le thème de l'identité. Alexandre accepta. Les nuits devinrent longues, remplies d'écriture. Laurent corrigeait chaque version avec patience. Au fil des pages, le personnage principal ressemblait étrangement à Alexandre lui-même. Quand il envoya le texte, il se sentit libéré. Le résultat ne tarda pas, mention spéciale. Laurent organisa une petite fête dans son bureau avec du champagne non alcoolisé. Tu vois? Ton authenticité est ta force. Mais la tension montait encore. Un professeur jaloux déposa une plainte formelle auprès du rectorat. Une enquête officielle s'ouvrit. Laurent risquait sa titularisation. Alexandre se sentit responsable. Il proposa de tout arrêter. Laurent refusa net, « Nous irons jusqu'au bout. » Les semaines d'attente furent un calvaire. Alexandre perdit l'appétit, dormit mal. Laurent, malgré ses propres soucis, restait présent, appels quotidiens, encouragements écrits. Un soir, dans un parc désert, Alexandre craqua, « Je ne veux pas que vous perdiez tout à cause de moi. » Laurent posa une main sur son bras, « Ce que je gagne en t'aidant vaut bien plus que n'importe quel poste. » Ce contact simple, cette phrase, changèrent quelque chose en Alexandre. Il comprit qu'un lien plus profond s'était tissé, au-delà du tutorat. L'enquête se conclut finalement par un non-lieu. Laurent était blanchi. Alexandre respira enfin. Pourtant, il savait que le combat n'était pas terminé. La famille attendait toujours un changement. Et lui, il commençait à rêver d'un avenir où il n'aurait plus à se cacher. Le semestre touchait à sa fin. Les examens approchaient. Alexandre travaillait d'arrache-pied, soutenu par Laurent et par la nouvelle confiance en lui. Mais une dernière confrontation familiale approchait, qui allait tout remettre en question. Les examens de fin de semestre furent une épreuve de force. Alexandre les passa avec une concentration nouvelle, nourrie par les encouragements quotidiens de Laurent. Les résultats arrivèrent, mention très bien. Le doyen le félicita personnellement. Pourtant, la joie fut de courte durée. Le père annonça sa venue définitive, « Je viens te chercher. » La thérapie commence lundi. Alexandre paniqua. Il appela Laurent en pleine nuit. Le professeur répondit immédiatement, « Viens chez moi. Nous allons réfléchir. » L'appartement de Laurent, simple et rempli de livres, devint un refuge temporaire. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Laurent proposa une solution radicale, une rencontre médiatisée avec le père, en présence d'un médiateur universitaire. Alexandre accepta, terrifié. La rencontre eut lieu dans une salle neutre de l'université. Le père arriva tendu, le médiateur calme. Laurent exposa les faits, les excellents résultats, le projet abouti, la santé mentale stable. Le père écouta, puis parla de sa peur de perdre son fils. Pour la première fois, Alexandre osa répondre, « Papa, je ne suis pas malade. Je suis juste moi. » Les larmes coulèrent.
Le père ne céda pas complètement, mais accepta un sursis jusqu'à la fin de l'année. Soulagé, Alexandre reprit le travail. Il termina son mémoire avec brio. Laurent l'aida à préparer la soutenance. Le jour J, devant le jury, Alexandre parla avec assurance. Sa voix ne tremblait plus. Laurent, au fond de la salle, souriait. Après la soutenance réussie, ils marchèrent ensemble dans les rues de Lyon illuminées pour la fête des Lumières. Tu as changé, Alexandre. Pas comme ton père le voulait, mais en mieux. Ces mots résonnèrent longtemps. Pourtant, une dernière ombre planait. Julien, redevenu proche, confia qu'il avait entendu des rumeurs sur une possible plainte de la famille auprès du rectorat pour influence indue. Laurent risquait encore gros. Alexandre décida d'agir. Il rédigea une lettre détaillée expliquant tout, qu'il envoya lui-même au rectorat. Le geste fut risqué, mais nécessaire. L'enquête s'ouvrit à nouveau, plus légère cette fois. Laurent, touché par ce courage, lui dit simplement « Merci. Tu m'as protégé à ton tour. » Les fêtes de fin d'année approchèrent. Alexandre refusa de rentrer au village. Il passa Noël avec Laurent et quelques collègues ouverts d'esprit. Autour de la table, les rires fusèrent. Pour la première fois depuis des mois, Alexandre se sentit chez lui. Le lendemain, il reçut un message de sa mère, « Ton père réfléchit. Prends soin de toi. » Un pas minuscule, mais un pas. Le semestre suivant commença sous de meilleurs auspices. Alexandre s'inscrivit en master. Laurent devint son directeur de thèse. Leur relation avait évolué, toujours professionnelle, mais empreinte d'une confiance mutuelle profonde. Un soir, après une longue journée, Laurent proposa une promenade au parc de la Tête d'Or. Là, sous les arbres centenaires, il avoua « J'ai vu en toi ce que j'étais à ton âge. Et je suis fier de l'homme que tu deviens. » Alexandre répondit d'une voix émue, « Sans vous, je serais parti. Vous m'avez gardé ici, mais surtout, vous m'avez gardé moi-même. » La famille, pourtant, ne lâchait pas complètement. Le père envoya une dernière lettre, « Reviens guéri ou ne reviens pas. » Alexandre la lut, puis la rangea sans répondre. Il avait choisi. Avec l'aide de Laurent, il demanda une bourse pour poursuivre ses études sans dépendre financièrement. La bourse fut accordée. La liberté se dessinait enfin. Pourtant, l'émotion la plus forte arriva lors d'une conversation tardive. Laurent partagea un secret gardé longtemps, lui aussi avait dû lutter pour accepter son orientation. Mais regarde où nous en sommes aujourd'hui. Alexandre comprit alors que le chemin était possible. La fin du semestre approchait. Alexandre prépara sa soutenance de master avec sérénité. Laurent l'accompagna jusqu'au bout. Le jour de la présentation, le jury fut conquis. Mention très bien avec félicitations. En sortant de la salle, Alexandre serra Laurent dans ses bras pour la première fois. Un geste bref, plein de gratitude. Merci d'avoir cru en moi. Laurent répondit, merci d'avoir cru en toi. Ce moment marqua la fin d'une étape et le début d'une nouvelle vie. Alexandre savait désormais qu'il ne changerait pas. Il grandirait. Le diplôme en poche, Alexandre contempla Lyon depuis la colline de Fourvière. La ville s'étendait à ses pieds, brillante sous le soleil printanier. 6 mois s'étaient écoulés depuis la dernière confrontation avec son père. La famille avait fini par accepter un compromis fragile, des visites espacées, sans exigence de guérison. Sa mère appelait régulièrement, le père restait silencieux mais ne coupait plus les ponts. Alexandre avait trouvé un petit appartement près de la faculté et un stage dans une maison d'édition. Laurent l'avait aidé à tout organiser. Un soir, ils dînèrent ensemble pour fêter la fin officielle du tutorat.
Le restaurant surplombait le Rhône. Laurent leva son verre. À ton avenir, Alexandre. Tu l'as mérité. Alexandre répondit, à l'homme qui m'a montré que l'on peut rester soi-même sans tout perdre. La conversation dériva sur les projets. Alexandre voulait écrire un roman inspiré de son parcours. Laurent préparait un nouveau cours sur la littérature queer. Aucun mot ne fut prononcé sur les sentiments plus profonds qui avaient grandi en silence. Il n'en avait pas besoin. Le lien existait, pur, respectueux, au-delà des titres. Quelques semaines plus tard, Alexandre reçut une lettre de son père. Pas de reproches, juste quelques lignes. Je ne comprends pas encore tout, mais je vois que tu vas bien. Reviens quand tu veux. Les larmes montèrent. Alexandre répondit par un message simple, merci, papa. Je viendrai bientôt. Tel que je suis. Le voyage au village fut émouvant. Sa mère le serra longuement. Son père, maladroit, lui tapa sur l'épaule. Pas de miracle, mais un début de paix. De retour à Lyon, Alexandre reprit contact avec Julien. Leur amitié se reconstruisait lentement. Ensemble, ils participèrent à une association étudiante pour la visibilité LGBT. Alexandre y parla pour la première fois en public de son parcours. Les applaudissements furent chaleureux. Laurent assista à la soirée, discret au fond de la salle. Après, ils marchèrent côte à côte dans la nuit. « Tu as changé la vie de bien des gens ce soir », murmura Laurent. Alexandre sourit, « Grâce à toi. » Les mois passèrent. Alexandre obtint un poste d'assistant éditorial. Laurent fut promu responsable de département. Leur relation évolua naturellement vers une amitié profonde teintée de respect mutuel. Un jour, lors d'un colloque à Paris, ils partagèrent une longue discussion sur un banc face à Notre-Dame. « Je ne regrette rien, » dit Alexandre. Laurent répondit, « Moi non plus. » Ils savaient tous deux que le chemin avait été semé d'embûches, de sacrifices, de choix douloureux. Mais chaque étape les avait rendus plus forts. Aujourd'hui, Alexandre regarde son reflet dans la vitre du train qui l'emmène vers un nouveau projet à Bordeaux. Il pense à ce jeune homme terrifié dans le bureau du doyen. Il pense à Laurent, son ancre. Il pense à sa famille, qui apprend lentement. La vie continue, riche de toutes ses leçons. Il a compris que l'identité n'est pas une maladie à guérir, mais une force à embrasser. Pensez-vous que l'amour véritable d'un mentor peut vraiment transformer les blessures de l'identité refusée en force durable? Vrai ou faux?